Si, je remercie le laboratoire Pfizer de nous avoir réunis ce soir. Je remercie la CIR de nous avoir aussi réunis, qui nous réunit enfin, souvent et toujours autour de sujets qui sont très intéressants d'actualité, ce qui nous permet aussi le partage de plusieurs informations avec nos médecins résidents et ce qui nous permet aussi d'avancer et d'aller de l'avant. Donc, sans trop tarder, donc comme l'a présenté cette Arous, donc, on va discuter dans un premier temps de l'AOD chez le coronarien en EFA. Quelle stratégie optimale? Donc, euh, pour commencer, donc la maladie coronaire, c'est la première cause de mortalité dans le monde. Hein, et l'AFA ou l'arythmie par fibrillation auriculaire représente le trouble du rythme le plus fréquent. Il faut savoir que la maladie coronaire et la fibrillation auriculaire sont souvent associées au point que 30 à 60% des patients en EFA sont coronariens. Et 5 à 15% de ces patients vont recevoir une angioplastie durant leur vie. Alors, il y a un fait très important que je voudrais rappeler, surtout à nos médecins qui commencent avec nous la cardiologie. Je voudrais leur rappeler un peu d'histoire. C'est que la double antiagrégation plaquettaire, ou le DAPT, il a prouvé depuis des années, plus de 20 ans, son efficacité en termes de prévention de la thrombose de stent, c'est-à-dire au décours d'un syndrome coronaire aigu ou syndrome coronaire chronique. Mais cette double antiagrégation plaquettaire, elle a échoué à démontrer son efficacité en termes de prévention de l'accident vasculaire cérébral ischémique ou d'un accident embolique chez un patient qui en est faim. À l'opposé, on a les anticoagulants, que ce soit les nouveaux, enfin les AOD, parce qu'ils sont plus nouveaux maintenant, les anticoagulants directs non vitamine K et les AVK, ils ont démontré depuis des années aussi la prévention ou leur efficacité en termes de prévention des accidents emboliques, notamment l'accident vasculaire cérébral ischémique chez les patients en EFA. Et sachant bien que ces anticoagulants, ils ont échoué en termes de prévention de la thrombose de stent depuis plusieurs années. Donc, on peut comprendre qu'un patient coronarien qui a bénéficié d'une angioplastie, qui soit chronique ou en aigu, et qui se trouve en EFA, théoriquement, il aura besoin de ce qu'on appelle une triple thérapie. Alors, quand on dit triple thérapie, on fait allusion à la double antiagrégation plaquettaire, clopidogrel, aspirine et un AOD. Bien sûr, la triple thérapie, elle expose à un risque hémorragique très important. Et donc, le challenge ou le deal de tout cardiologue est de, bien sûr, se poser cette question, comment prévenir les événements thromboemboliques chez un patient coronarien en EFA sans le faire saigner? Alors, je reprends souvent certaines plaques juste pour vous montrer l'influence du saignement majeur sur la survie des malades dilatés stentés, donc l'influence ou l'impact du saignement à 30 jours après une angioplastie sur la mortalité à 1 an. Et regardez très bien que si l'infarctus du myocarde multiplie le risque de décès par 2,5, regardez que lorsqu'on a un saignement majeur à 30 jours après une angioplastie et qui nécessite une transfusion, le risque de décès est multiplié par 4. Donc, on peut dire qu'un saignement majeur qui nécessite une transfusion, il tue beaucoup plus que l'infarctus après une dilatation. Maintenant, alors, il y a un plat qui a sauté. Alors, en même temps, quand un patient saigne, la première chose qu'on fait d'habitude, un saignement majeur bien sûr, c'est qu'on arrête la double antiagrégation plaquettaire. Il faut arrêter l'aspirine et le clopidogrel et bien sûr, ceci expose après une dilatation à une thrombose de stent et ça augmente la mortalité. Il faut savoir aussi que pendant un saignement majeur, on a souvent recours à une transfusion. Alors, la transfusion chez un malade qui est stenté, qui est sous double antiagression plaquettaire, elle augmente l'inflammation, ce qui augmenterait le risque de thrombose de stent et donc la mortalité. Et bien sûr, en cas de choc hémorragique majeur, suite à un saignement majeur, il se produit une baisse de la perfusion coronaire, donc une ischémie myocardique, ce qui augmenterait la mortalité. Donc, on a dit très bien qu'un saignement à 30 jours qui nécessite une transfusion, il multiplie la mortalité par 4, beaucoup plus que pour l'infarctus. Donc, question, comment maintenir un équilibre entre le risque, entre la prévention de l'accident embolique ou la thrombose de stent sans pour autant faire saigner les malades lorsqu'on prescrit une double antiagression plaquettaire avec une anticoagulation orale. Tout d'abord, comment on fait pour évaluer le risque ischémique coronaire chez un malade, bien sûr, après une angioplastie? J'ai un problème pour défiler les plaques. Voilà. Le risque ischémique, il est évalué à partir de plusieurs éléments qui sont proposés dans la prise en charge des patients, dans la prescription plutôt de la double antiagression plaquettaire
qui est publié en 2017. Premièrement, les patients qui ont déjà thrombosé leur stent sous une double thérapie antiplaquettaire qui est bien conduite sont des patients à haut risque ischémique coronarien. Un patient chez qui on met un stent dans une seule artère qui est restante, ce sont des patients qui sont à haut risque ischémique. Les patients qui ont une atteinte pluritranculaire, et spécialement les patients diabétiques, les patients qui ont une insuffisance rénale, lorsqu'on met plus de 3 stents, lorsqu'on traite 3 lésions en même temps, surtout les patients chez qui on met 2 stents dans une bifurcation, les stratégies à 2 stents, sont des patients qui sont ils sont exposés à un risque de thrombose de stent. Lorsqu'on met 2 stents à poser avec une longueur qui dépasse 60 mm, ça sous-entend que c'est des patients qui sont à haut risque ischémique de thrombose de stent, et les patients chez qui on fait une dilatation d'une occlusion chronique, et les patients chez qui on fait une angioplastie des pontages veineux coronaires. Maintenant, comment on évalue le risque hémorragique chez le coronarien? La Société européenne de cardiologie, par le biais du groupe Academic Research Consortium, ils ont décrit certains facteurs qui augmenteraient le risque hémorragique chez les patients coronariens suite à ce consortium. Donc, on a l'âge de plus de 75 ans est considéré comme un facteur de risque hémorragique chez les patients. Donc, un patient qui a plus de 75 ans est plus exposé à saigner sous traitement antiagrégant plaquettaire. Les patients avec une insuffisance rénale, insuffisance hépatocellulaire, les patients qui ont un cancer qui est actif, évolutif, donc eux aussi sont exposés à un saignement. L'anémie est pourvoyeuse, est un critère qu'il faut prendre en considération comme étant un critère de saignement majeur, surtout lorsque l'hémoglobine est inférieure à 11, avant d'envoyer le malade dans la salle de cathé pour une angioplastie, donc il sera sujet à une double antiagression plaquettaire, et c'est important de vérifier son taux d'hémoglobine. Si vous avez un taux d'hémoglobine inférieur à 11, il faut savoir que c'est un malade qui risque de faire un saignement majeur sur une année, et donc du coup, il faut peut-être bilanter cette anémie avant de faire une angioplastie, surtout lorsqu'on est dans une situation stable, lorsqu'on est devant une angioplastie programmée. Un taux de plaquettes bas est aussi un facteur de risque hémorragique. L'accident vasculaire cérébral, notamment ischémique ou hémorragique, un saignement actif, un patient qui a déjà été transfusé. Et regardez très bien ici, la prise d'un anticoagulant oral est un facteur de risque hémorragique, la prise de stéroïdes, des anti-inflammatoires et lorsqu'il y a une chirurgie programmée. Maintenant, comment on évalue le risque ischémique et hémorragique chez un coronarien en EFA? Bien sûr, tous les patients en EFA, on évalue le risque ischémique par le score de Jadz-Vasc. Donc, il est recommandé avec un niveau de preuve élevé, classe 1A. Et je rappelle toujours que dans le score de Jadz-Vasc, les paramètres de score de Jadz-Vasc, on a des paramètres, en fait, des facteurs de risque d'athérosclérose qui sont communs aux coronariens, qui sont fréquemment rencontrés chez un patient coronarien. Notamment, un coronarien, il est souvent hypertendu. Un coronarien est souvent aussi diabétique. Il a aussi une sténose coronaire. Il peut avoir une atteinte artérielle vasculaire périphérique. C'est un patient qui peut être sujet âgé. Donc, rapidement, on peut obtenir un score supérieur à 2 qui témoigne d'un score ischémique élevé. Maintenant, quand on veut évaluer le score de Hasbled chez ce patient coronarien en EFA, regardez aussi, il y a des facteurs de risque d'athérosclérose qui figurent dans le score Jadz-Vasc, sont communs aussi au score hémorragique, par exemple l'hypertension artérielle non contrôlée, un antécédent d'accident vasculaire cérébral et la prise de double antiagression plaquettaire sont aussi des facteurs de risque hémorragique et des facteurs de risque ischémique en même temps. Donc, avec ces 3 facteurs, on a un score de Hasbled supérieur ou égal à 3. Donc, en fin de compte, on peut se permettre de dire que le coronarien en EFA, c'est un patient qui est d'emblée à haut risque ischémique et d'emblée à haut risque hémorragique. Donc, ce genre de malade, quel est donc c'est ce genre de malade, quelle est donc la meilleure prise en charge optimale du traitement antithrombotique chez ces patients coronariens en EFA? Donc, tout cela pour dire quelle est la meilleure, est-ce qu'il faut donner la triple thérapie? La triple thérapie expose à de l'hémorragie. Donc, en 2013, il y a eu l'idée de vérifier si la bithérapie à base d'avecaclopidogrel était supérieure à la triple thérapie avec aclopidogrel aspirine chez cette population. Là, c'est l'étude West. L'étude West, en 2013, elle a concerné 500 patients, environ 500 patients. Elle a comparé 2 bras, bithérapie avec aclopidogrel et triple thérapie avec aclopidogrel aspirine. Et résultat de West, regardez, la bithérapie en bleu, dans la courbe en bleu, le principal critère composite était le saignement, quel qu'on soit. Et bien, figurez-vous que la double thérapie à base d'avecaclopidogrel était nettement supérieure à la triple thérapie en termes de prévention des événements hémorragiques. En d'autres termes, la triple thérapie avec aclopidogrel aspirine faisait plus saigner que la bithérapie avec plus clopidogrel. Donc, la bithérapie, et ce, d'autant plus que la bithérapie était, on peut dire, plus efficace
que la triple thérapie en termes de prévention des événements ischémiques. Donc, on peut se dire au terme de l'étude West que cet équilibre maintien de prévention du risque hémorragique et prévention des risques ischémiques sans faire saigner les malades, la bithérapie à base d'AVK, clopidogrel a donc gagné et plus efficace que la triple thérapie à base d'AVK, clopidogrel, aspirine. Mais ce qu'on reprochait à West en 2013, c'est que la taille de l'échantillon a été très faible, à 500 patients. Et donc, le pouvoir statistique ou la force statistique de cette étude n'était pas assez importante pour pouvoir trancher et pour pouvoir extrapoler les résultats à des recommandations, à un niveau de recommandation élevé. Donc, c'est 3 ans plus tard où l'étude Pioneer Atrial Fibrillation a été publiée dans le New England en 2016. Et cette étude, elle a comparé, donc j'essaie de mettre un peu le design de Pioneer Atrial Fibrillation en 2016. Donc on a 3 bras. Regardez en vert, on a une triple thérapie à base d'AVK plus clopidogrel, aspirine. Aspirine, clopidogrel, rivaroxaban 2,5, 2 fois par jour. Et rivaroxaban, clopidogrel 15 mg par jour. Donc ce sont des patients qui sont en EFA et ils vont recevoir une angioplastie. D'accord. Donc ils ont une indication à une triple thérapie. Donc Pioneer a comparé 3 bras. Donc une thérapie à base de clopidogrel et une dose rivaroxaban, sachant bien que la dose dans la prévention de l'accident vasculaire cérébral pour le rivaroxaban, c'est une thérapie à base d'aspirine, clopidogrel, une très faible dose de rivaroxaban 2,5 2 fois par jour, et puis la triple thérapie à base d'AVK dose ajustée, c'est-à-dire une dose correspondant à une INR entre 2 et 3, avec du clopidogrel et aspirine. Résultat, regardez très bien que dans le groupe bithérapie aspirine, le groupe bithérapie clopidogrel rivaroxaban, 15 mg, on a moins d'événements hémorragiques par rapport à la triple thérapie aspirine, clopidogrel, rivaroxaban faible dose, 2,5 fois par jour, par rapport à la triple thérapie AVK, aspirine, clopidogrel. Donc, la bithérapie à base de rivaroxaban, clopidogrel, rivaroxaban 15 mg était supérieure à la triple thérapie AVK, clopidogrel, aspirine. Mais tout cela avec des résultats en termes de prévention des événements ischémiques similaires pratiquement dans les différents groupes. Donc, la bithérapie à base de rivaroxaban 15 mg clopidogrel était supérieure à la triple thérapie à base d'AVK dose ajustée en termes de prévention des événements hémorragiques, tout en ayant des résultats non inférieurs en termes de prévention des événements ischémiques. Je me suis permis de mettre des reproches à Pioneer. Alors, ce sont des reproches qui ne sont pas personnels, mais qui figurent dans les limites de l'étude Pioneer. Donc, dans l'étude Pioneer, on a comparé la dose de 15 mg du rivaroxaban et le 2,5. Ce sont des doses qui ne sont pas approuvées dans la prévention de l'accident vasculaire cérébral. Et dans le design de Pioneer, on ne compare pas la bithérapie à dose usuelle à la triple thérapie à base d'AVK dose ajustée. Ça veut dire qu'en d'autres termes, on devrait comparer la vraie dose qui est approuvée pour la prévention de l'AVC ischémique, qui est de 20 mg, avec de l'aspirine et de clopidogrel, donc en triple thérapie, versus AVK dose ajustée, aspirine, clopidogrel, pour qu'on ait 2 éléments comparables, pour qu'on puisse extrapoler ces résultats à notre pratique quotidienne. En même temps, la dose de rivaroxaban 15 mg, si on fait la revue de littérature, elle a été approuvée chez une petite population japonaise, donc de 600 malades, donc pour prévenir l'AVC ischémique. Donc, ce n'était pas une forte étude pour pouvoir extrapoler ou accepter le 15 mg dans la prévention des événements ischémiques. Pourquoi je vous dis tout ça? Juste pour préciser que la réduction des événements hémorragiques dans Pioneer, est-ce qu'ils sont dus au fait qu'on ait choisi le rivaroxaban comme nouvelle AOD par rapport à l'AVK? Est-ce que c'est dû à la dose réduite du rivaroxaban qui est de 15 mg, voire 2,5 mg? Ou est-ce que c'est dû à la réduction de la dose de l'aspirine? Maintenant, je passe à une nouvelle étude qui est sortie 1 an plus tard, en 2017, qui parle cette fois-ci, qui va évaluer la bithérapie à base de dabigatran versus triple thérapie AVK aspirine clopidogrel chez bien sûr des patients qui vont recevoir une angioplastie et qui sont en EFA. Alors, dans le design de Radial PCI 2017, donc on a 3 bras. Alors, premièrement, on a à droite de l'écran, à gauche de l'écran, vous avez la triple thérapie. On a comparé une triple thérapie à base d'aspirine, clopidogrel avec dose ajustée pour un INR 2 à 3, avec 2 bras, bithérapie, dabigatran faible dose 110 mg qui est approuvé dans la prévention de l'accident vasculaire cérébral, plus le clopidogrel, et un autre bras, dabigatran 150 mg, cette fois-ci la dose de 150 mg plus le clopidogrel. Résultat,
avec la bithérapie à base de dabigatran 110 mg était meilleure que la triple thérapie à base d'AVK dose ajustée en termes de prévention des événements hémorragiques qui est le critère composite primaire. Et à droite de l'écran, la bithérapie à base de 150 mg dabigatran clopidogrel était supérieure à la triple thérapie aspirine clopidogrel AVK en termes de prévention des événements hémorragiques chez cette population. Alors, ce gain en termes de prévention des événements hémorragiques est s'accompagner d'une non-infériorité en termes de la prévention des événements ischémiques avec des P qui ne sont pas significatifs, quelle que soit la dose du dabigatran utilisée en bithérapie versus la triple thérapie AVK. Donc, le gain de la bithérapie ici était en faveur de la bithérapie dabigatran, quelle que soit la dose, dabigatran clopidogrel. Donc, on a fait moins saigner les patients. Maintenant, on a aussi, dans la discussion de l'étude REDUOL-PCI et dans la limite de cette étude, les auteurs eux-mêmes se reprochent même se font certaines remarques. Alors, ces remarques sont, est-ce que la double thérapie à dose approuvée versus triple thérapie, est-ce que cette double thérapie, excusez-moi, est-ce qu'elle était valable? Est-ce que cette comparaison était valable? Est-ce qu'il était valable de comparer une double thérapie à une triple thérapie? On peut dire que non, ce n'est pas deux éléments comparables parce que si on veut être statistiquement bon, il faut comparer la triple thérapie à base de dabigatran versus la triple thérapie à dose d'AVK ajustée. En même temps, au moins, on devrait avoir un bras double thérapie à base d'AVK dose ajustée pour comparer ce qui est comparable. Ceci dit, est-ce que cette réduction du saignement dans les bras dabigatran était due à l'arrêt de l'aspirine? Est-ce que c'était dû à la dose réduite du dabigatran à 110 mg au lieu de 150? Parce que 50% de la population de REDUOL-PCI était sous 110 mg de dabigatran. Ou bien est-ce que c'est surtout l'utilisation du dabigatran au lieu de l'AVK qui a fait moins saigner les patients? Maintenant, toujours dans la discussion de REDUOL-PCI, et c'est vérifiable sur l'article publié dans New England, les auteurs disent très bien que si on veut répondre à ces questions-là, qui étaient dans Pioneer et dans REDUOL-PCI, il fallait absolument un design particulier, ce qu'on appelle le 2x2 factorial trial, c'est-à-dire comparer deux bras comparables, c'est-à-dire soit une bithérapie avec clopidogrel avec la dose ajustée et linéaire 2 à 3 avec du clopidogrel versus un bras, par exemple, dabigatran clopidogrel ou bien AOD clopidogrel pour pouvoir vérifier est-ce que c'est la bithérapie à base de ces nouveaux anticoagulants est efficace ou pas. Aussi, il faut vérifier est-ce que c'est l'aspirine le fait d'enlever l'aspirine permet de gagner quelque chose. Il faut comparer aussi la triple thérapie à base d'AOD, aspirine, clopidogrel versus AVK, aspirine, clopidogrel pour vérifier est-ce que c'est la molécule du nouvel AOD qui est responsable de ce gain. Alors, figurez-vous que 2 ans plus tard, il y a une étude qui est sortie, l'étude Augustus, et qui a répondu à ce schéma, à ce design qui est de factorial 2x2, c'est-à-dire que, regardez ici, il y a 4 bras dans Augustus. Déjà, il y a la population qui double. On a 4000 patients versus 2000 dans les autres études. Donc, on a une force statistique qui est relativement plus importante. Et on a 4 bras. Donc, 2 bras de triple thérapie, mais cette fois-ci AVK, dose ajustée, linéaire 2 à 3, clopidogrel aspirine. On a l'apixaban 5 mg, et, qui est la dose approuvée, bien sûr, qui est la dose d'anticoagulation efficace, plus clopidogrel plus aspirine. Et vous avez AVK plus clopidogrel, donc bithérapie à base d'AVK et bithérapie à base d'apixaban 5 mg. Je voudrais juste souligner que seulement 10% de la population Augustus qui a reçu l'apixaban 2.5, pas par rapport au risque hémorragique Hasbled, mais par rapport aux 3 critères qui sont l'âge, le poids et la créatinine. Donc, je reviens aussi sur ce design particulier pour mieux expliquer le 2 par 2, le facteur 2 par 2. Regardez ici, on a un petit résumé des designs des différentes études. Et Augustus en bleu, regardez, on peut comparer, on peut matcher ce qu'on veut. La triple thérapie à base de l'apixaban versus la triple thérapie à base d'AVK. On peut comparer la bithérapie apixaban versus apixaban clopidogrel versus vitamine K clopidogrel. Donc, on peut tout comparer. Alors que dans les autres études, par exemple, dans l'étude REDUOL-PCI, on a comparé une bithérapie versus triple thérapie. Seulement, dans l'étude Pionnier, on a comparé la bithérapie, la triple thérapie à base d'AVK versus la triple thérapie à base d'anticoagulants mais à faible dose. Donc, je ne vais pas rappeler tous les designs, mais juste pour vous montrer un peu la différence entre les différents designs. Alors, résultat d'Augustus, le critère composite primaire était le saignement majeur.
Et figurez-vous que bon, si on veut comparer la bithérapie, ben, l'apixaban plus clopidogrel fait mieux que l'AVK clopidogrel en termes de prévention des événements ischémiques. Et on peut dire ici que ce n'est pas le rôle de l'aspirine, mais c'est plutôt le rôle de la molécule qui prévient le risque hémorragique. Ceci est valable aussi pour la triple thérapie. Si on veut comparer deux autres bras comparables qui sont l'apixaban en triple thérapie versus l'AVK en triple thérapie, l'apixaban en triple thérapie fait mieux que l'AVK. Hein? Et si on compare l'apixaban en triple thérapie avec l'apixaban en double thérapie, on se rend compte que l'apixaban en double thérapie fait mieux que l'apixaban en triple thérapie. Et cela aurait comme conséquence de se dire que c'est l'aspirine qui est responsable dans le bras apixaban par triple thérapie, c'est l'aspirine qui est responsable du saignement majeur. Donc on peut dire que la bithérapie à base d'apixaban 5 mg 2 fois par jour plus clopidogrel est la plus intéressante et elle protège mieux le malade contre le saignement majeur, bien sûr. Et en même temps, la bithérapie, regardez ici, la bithérapie à base d'apixaban par rapport à l'AVK en bithérapie. Donc, on a moins de saignement et par contre, on aura moins de décès et d'hospitalisation dans le bras apixaban en bithérapie. Mais cette diminution du décès et d'hospitalisation, elle est conduite par une réduction du taux d'hospitalisation plutôt que le décès, puisque le nombre de décès était pratiquement similaire dans les deux bras. Donc, cette différence en termes de critères composés de décès et d'hospitalisation qui étaient en faveur de l'apixaban en bithérapie était plutôt conduit par une réduction du taux d'hospitalisation. Donc, dans une autre étude comparative, donc on a ici les différentes études qui ont concerné les anticoagulants oraux directs non vitamine K qui sont comparés en double thérapie par rapport à la triple thérapie à base de warfarine. Et on se rend compte que l'apixaban plus clopidogrel en bithérapie, réduisait le risque hémorragique de moins 60%, alors que la majorité des autres produits réduisaient de moins 30%, moins 21%, moins 15% de façon respective, sachant bien que le design des études n'était pas vraiment comparable. Les différents bras des études n'étaient pas vraiment comparables, puisqu'on avait comparé la bithérapie à une triple thérapie. Donc, je pense, à mon avis, après la lecture de ces articles, l'Augustus paraît l'étude qui a présenté le design le plus intéressant et sur le plan statistique, des éléments qui sont comparables. Et il protège la bithérapie à base d'apixaban protégerait plus que la triple thérapie de façon plus importante que les autres produits. Maintenant, donc la triple thérapie chez les patients coronariens instables, que disent les recommandations? Ça, c'est un élément très important. Regardez que chez les patients qui sont coronariens instables, qui vont recevoir une angioplastie, lorsque le patient est éligible pour un traitement anticoagulant oral, c'est par exemple quand il est en EFA, regardez, on parle d'apixaban 5 mg 2 fois par jour, d'abicatran 150 mg 2 fois par jour, et d'oxaban 60 mg une fois par jour, le rivaroxaban 20 mg par jour, par rapport à la VK, bien sûr, avec un niveau de preuve élevé. Et lorsqu'on parle du risque hémorragique, hein, de façon importante, le niveau de preuve chute, mais à aucun moment, on va voir qu'il y a réduction de la dose de rivaroxaban à 15 mg pour prévenir l'AVC ischémique, réduction du dabigatran 100 mg pour réduire l'AVC ischémique, mais à aucun moment, on va dire qu'il faut réduire l'apixaban à 2,5 pour réduire l'événement hémorragique chez des malades qui sont à haut risque hémorragique par le score de Hasbled. Je répète encore une fois, lorsque le patient n'est pas à haut risque hémorragique et qu'il doit recevoir un anticoagulant oral en plus de la double antiagressant plaquettaire, on utilise bien sûr des doses optimales de l'anticoagulation optimale, 5 mg 2 fois par jour de l'apixaban, dabigatran 150 mg, les doses élevées d'anticoagulants. Par contre, avec un niveau de preuve élevé. Mais par contre, lorsque le patient il est à haut risque hémorragique, on parle surtout de réduction de dose pour les rivaroxaban 15 mg et le dabigatran 100 mg avec un niveau de preuve qui est bas. Mais on ne donne pas d'indication à réduire la dose pour l'apixaban. C'est une question que je me suis posée. Et là, je tombe sur un article qui vient d'être publié en 2022, mais croyez-moi, je n'ai pas pu avoir l'article en complet. Mais heureusement, cette illustration ou ce tableau a été… on avait l'accès à ce tableau-là. Et regardez très bien qu'indépendamment du risque hémorragique des patients, dans l'étude Augustus, dans le bras apixaban en bithérapie, indépendamment du risque hémorragique, avec la dose de 5 mg, l'apixaban 5 mg 2 fois par jour en bithérapie, a été meilleur que l'AVK en bithérapie, donc avec un clopidogrel à dose ajustée de 2 à 3. Donc, ça a fait moins saigner, et ce, indépendamment du risque hémorragique du patient. Maintenant, indépendamment du risque ischémique, l'apixaban en bithérapie fait mieux que l'AVK à dose ajustée en bithérapie. Donc, on peut dire que l'apixaban en bithérapie est meilleur que la bithérapie AVK clopidogrel, indépendamment du risque hémorragique, Hasbled, et indépendamment du chat de phase du patient. Moi, je pense que c'est des éléments que je n'ai pas pu avoir
sur les autres études. Maintenant, situation du syndrome coronaire, que disent les recommandations internationales européennes, plutôt européennes? Mais avant de parler de ça, je voulais juste rappeler que, alors, aux États-Unis, j'ai lu dans l'article, dans j'ai résumé, que la bithérapie fixe, apixaban 5 mg 2 fois jour, associée au clopidogrel, était donnée en first line, c'est-à-dire en premier lieu chez les patients qui étaient en EFA et qui allaient recevoir une angioplastie. C'est des recommandations qui ne sont pas équivalentes aux recommandations européennes. Donc, les Européens, par contre, ils privilégient donc une stratégie pour les patients par défaut. Une stratégie par défaut, c'est de donner une triple thérapie à condition d'enlever l'aspirine au bout d'une semaine et garder la double thérapie, la bithérapie avec la clopidogrel avec l'anticoagulant jusqu'à 12 mois et continuer à arrêter le clopidogrel au bout de 12 mois. Chez les patients qui sont à haut risque hémorragique, évalués sur des scores de Bleeding Academic Research Consortium ou sur le score de Hasblate, ils recommandent ici bien sûr la triple thérapie pendant une semaine, on arrête l'aspirine au bout d'une semaine et on passe à la double thérapie jusqu'à 6 mois. Et au bout de 6 mois, on enlève le clopidogrel pour ne garder que l'AOD. Et bien sûr, les patients qui sont à haut risque ischémique, et bien sûr, la haut risque ischémique, on l'évalue sur le SHADS-FASC et on l'évalue aussi sur les éléments de l'anatomie coronaire chez les patients diabétiques, etc. À ce moment-là, on peut garder la triple thérapie jusqu'à 4 semaines et démarrer la double thérapie, c'est-à-dire AOD et monothérapie antiplaquettaire jusqu'à 12 mois, puis garder l'AOD seul. Alors, il y a un avis d'expert sur ce point-là. Si on a peur de faire saigner les malades, si on veut suivre ces recommandations de triple thérapie pendant une semaine, donc on peut reporter. Il y a des experts qui disent que le patient après une angioplastie, il est exposé à la thrombose de stent durant les 30 premiers jours après la pose de stent. Et même s'il est en EFA, le risque de faire un accident vasculaire cérébral est beaucoup plus élevé à partir du 30e jour. Donc, à partir du 30e jour, le risque de thrombose de stent il diminue parce qu'on aura peut-être une endothélisation du stent. Donc, il recommande de démarrer une double antiagressant plaquettaire immédiatement après l'angioplastie, jusqu'à 30 jours, et démarrer l'AOD après 30 jours. Mais ça reste un avis d'expert. Mais si on veut suivre les recommandations, on fait sauter l'aspirine au bout d'une semaine et on garde chez les patients à haut risque ischémique, par exemple, à haut risque ischémique, on fait sauter l'aspirine après 4 semaines. Donc, pour conclure, le patient coronarien, rappelez-vous, il est à la fois à haut risque hémorragique et à haut risque ischémique. Donc, la prescription d'un AOD en double thérapie, elle est nettement meilleure que la triple thérapie à base d'AVK à dose ajustée avec un INR 2 à 3. Donc, on fait moins saigner les malades avec une petite prévention des événements, la même prévention des événements ischémiques. Il faut savoir que chez les patients qui sont à haut risque ischémique ou à haut risque de thrombose de stent, il faut garder l'aspirine au moins 4 semaines selon les recommandations. Donc, l'AOD fait moins saigner, donc il prévient les événements hémorragiques, mais il est non inférieur aux AVK par rapport à la prévention des événements ischémiques. Donc, j'ai gardé aussi en conclusion ce schéma-là. Donc, pour dire qu'en jeune, la double thérapie elle est suffisante pour prévenir à la fois la thrombose de stent et les événements ischémiques emboliques, et bien sûr réduire surtout les événements hémorragiques à court et à long terme. Par contre, j'ai oublié une chose, ce qu'il fallait reprocher à Augustus, je ne l'ai pas dit, parce qu'il y a un seul élément que j'ai trouvé nécessaire à dire, c'est que la durée de suivi des patients n'était que de 6 mois. Donc, le suivi, c'est une durée qui est courte. Je pense qu'il faut se donner un peu de temps pour mieux évaluer les résultats de ces études. Je vous remercie. Merci. Merci, professeur Benona, pour cette excellente présentation. On a appris beaucoup de choses. Je pense qu'on va laisser les questions à la fin. On passe directement à… Si tu permets, professeur Salim, si tu permets, parce que j'ai un empêchement s'il y a des questions, j'aimerais bien répondre maintenant parce que je devrais partir si ça ne dérange pas. Ça va pas? Est-ce que ça ne vous embête pas qu'on réponde aux questions avant d'enchaîner avec la présentation du docteur Kamouchi? Bien sûr, bien sûr. Merci, c'est ça. Bonjour merci. tout le monde, je suis désolée d'arriver en retard, mais bon, j'ai entendu au moins la dernière partie. Donc, continuez. Donc, je suis vraiment désolée d'être en retard. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez des questions pour professeur Benona? Vous pouvez prendre la parole ou écrire vos messages. C'est bien de prendre la parole si vous voulez. Moi, j'ai une question pour toi, Rani. Oui, bien sûr. Pour les études, c'était vraiment, j'ai bien suivi, et l'Augustus, c'était l'étude la plus complète, et enfin, elle regroupait toutes les informations dont on a besoin pour établir le risque hémorragique et ischémique.
Maintenant, quand on voit la bithérapie, que ce soit par l'AVK ou l'apixaban, ça fait saigner moins que la triplythérapie. Est-ce que l'aspirine, elle est impliquée dans… Est-ce qu'on peut impliquer Ouais. l'aspirine dans ce risque hémorragique qui sera surajouté? Très bien, c'est une très bonne question, Salim, parce que quand moi, quand j'ai lu cette fois-ci Augustus, j'ai lu les limites, la discussion, j'ai compris que le design d'Augustus il nous a permis de sortir avec beaucoup de conclusions. Donc, si on compare la bithérapie, on peut comparer la bithérapie apixaban clopidogrel versus AVK clopidogrel, on sent très bien que l'aspirine, elle a un rôle très important parce que dans le dernier tableau que j'ai présenté, ils mettent deux colonnes, aspirine et placebo. Donc, on a la triple thérapie versus la bithérapie. On voit très bien que quand on met de l'aspirine, le risque hémorragique il est multiplié par 3. Donc, l'aspirine, il est incriminé dans le saignement chez ce groupe de malades. D'accord, très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Après, je voudrais poser surtout une question pour Lamia. Pardon, Salim, excuse-moi, je voudrais juste répéter une chose. Si tu compares la triple thérapie à base d'apixaban, clopidogrel, aspirine, avec la bithérapie à base d'apixaban et clopidogrel, on voit très bien que le saignement sous triple thérapie est majeur dans le bras triple thérapie à base d'apixaban. Cela sous-entend que c'est l'aspirine qui est incriminée. Donc, c'est le bras qui va nous permettre de répondre à cette question. Donc, ce n'est pas le fait de prévenir le saignement, ce n'est pas la molécule apixaban, mais c'est plutôt d'enlever l'aspirine dans ces bras-là. Mais si on veut voir le rôle de l'apixaban, on peut comparer la triple thérapie, si tu veux, apixaban, aspirine, clopidogrel, versus triple thérapie AVK, clopidogrel, aspirine. Et on se rend compte que l'apixaban fait moins saigner que l'AVK. Donc, c'est le rôle de la molécule aussi. C'est comme Exactement. ça qu'on peut répondre à ces questions. Pardon, vas-y. Des questions? Une question pour Lamia. Est-ce que maintenant, pour réduire la dose d'apixaban, il faut un critère sur trois au lieu de deux critères sur trois? Alors, justement, comme déjà, merci beaucoup, professeur Bouna, pour cette excellente présentation. Bon, moi, personnellement, j'ai beaucoup appris sur Augustus. C'est vrai que la dose, elle a très bien expliqué, professeur, c'est de 5 mg 2 fois par jour. C'est-à-dire dans la majorité des cas. Après, il y a vraiment exception où on donne le 2,5, c'est soit quand on a l'insuffisance. Il y a un problème de connexion, Lamia, donc on entend très mal. Là, on le 2,5. Ah, je suis désolée, vous ne m'entendez pas? Là, on vous entend, la mienne. Maintenant, oui. Ah, ok. Donc, je disais, le 2,5, c'est pour des cas vraiment exceptionnels. C'est quand il y a l'insuffisance rénale sévère, 30. Là, on donne le 2,5 2 fois par jour. Sinon, il y a les 3, l'âge, 80 ans, les 3, le poids, 60 kilos, moins de 60 kilos. Mais On donne le deux critères, 2,5. Quand on a l'âge, plus de 80 ans, le poids moins de 60 kg et l'aisance rénale avec une créatinine supérieure à 15. Il fallait deux critères sur trois, mais maintenant, je pense il y a des recommandations qui viennent de sortir, mais si on a au moins un de ces trois critères, il faut réduire la dose à 2,5. Et je voulais confirmer avec vous. après, je profite de la présence de ma collègue, Madame Mahfoud, pour cette nouveauté. Je ne sais pas si elle nous entend. Bon, peut-être qu'elle a un souci de connexion. Je vais me renseigner par rapport à cette nouveauté et je reviendrai vers. C'est par rapport c'est-à-dire toute fois que il y a que lui, si j'ai bien compris, je crois qu'il y a un souci Oui. de connexion. Je ne sais pas si. On va donner la parole à la fin et on va discuter encore une fois de ça. Ça ne dérange pas? Il y a une question du docteur Silmaoui. Tu veux qu'on lui laisse en répondre ou là? Oui, oui. Hein? Vas-y, Euh, vas-y.
Donc, sa question, si un patient coronarien en FA à haut risque ischémique sous trithérapie présente un saignement majeur, quelle classe doit être arrêtée en premier? C'est une très bonne question. Oui. Oui, très très bonne question. Et ça rejoint l'avis d'expert qui a été publié dans une discussion de l'article. C'est que ça dépend de la situation. Si par exemple on vient de poser le stent, on sait très bien que c'est l'événement de thrombose de sein qu'il faut privilégier en premier par rapport au risque de faire un accident vasculaire cérébral ischémique. Parce que si tu arrêtes le clopidogrel, le risque qu'il fasse, le risque qu'il fasse une thrombose de sein, il est imminent. D'accord? Mais si tu arrêtes l'anticoagulant à ce moment-là, il y a un risque qu'il fasse un accident vasculaire cérébral, mais pas dans l'immédiat. Donc, il faut plutôt protéger le patient contre la thrombose de stent, qui est évidente, et temporiser pour l'AOD. Maintenant, voilà, c'était ça ma réponse par rapport à ça. Donc, c'est surtout l'AOD, on l'arrête, c'est ça. Et on peut sacrifier l'aspirine aussi. Oui, effectivement. La durée Si on où s'éloigne, exactement, si on s'éloigne de la date de l'angioplastie, on sent que notre stent est bien endothélialisé, c'est-à-dire au-delà de 1 mois, on peut faire sauter l'aspirine, comme tu as dit, Salim, et garder surtout l'anti-P2Y12. Il est important de le garder pour prévenir la thrombose de stent. Je l'ai dit à l'introduction, c'est la molécule qui a démontré la prévention du stent, sa supériorité en termes de prévention du stent. L'AOD ne prévient que l'accident vasculaire cérébral et non pas la thrombose de stent. Donc, j'aurais préféré arrêter l'AOD et comme tu as dit, Salim, on arrêtera l'aspirine. Moi, je pense qu'on est dans une ère où on va commencer à se passer de l'aspirine. Même dans les recommandations du non-stémie, comme tu as remarqué, il commence à arrêter l'aspirine un peu plus tôt. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le professeur Nonan? Moi, j'ai une autre question pour toi. Oui. Vas-y. À la place du ticagrelor et le prasugrel, je pense qu'il y a quelques études enfin une ou deux études qui parlent de la bithérapie ticagrelor avec dose réduite. Mais maintenant, est-ce que ça doit nous encourager à plus prescrire le ticagrelor avec un AOD ou... Alors, honnêtement, pour être sincère, j'ai lu ces détails dans Augustus et les autres études. Crois-moi, 92% de la population d'Augustus ont pris le clopidogrel. Bien que dans la méthodologie des études, il marque très bien que le choix de l'inhibiteur du P2Y12 a été laissé à l'opérateur. Mais crois-moi, plus de 90% des patients ont reçu du clopidogrel parce que le risque hémorragique, comme tu le sais, le ticagrelor, il fait plus saigner que le clopidogrel. L'AOD aussi, il prévient les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, mais bon, il y a aussi une part de saignement qui est pas mal. Donc, par contre, moi, je serais d'accord avec toi, et je suis certain que tu seras d'accord avec moi dans ce genre de situation. Par exemple, quand on fait un malade, on dilate un patient en phase aiguë, et que la charge thrombotique est très importante, et un sujet jeune, ou lorsque le résultat de l'angioplastie montre un flux timiteux, une charge thrombotique même après angioplastie, au lieu de mettre sous Agrastar, on peut le mettre sous ticagrelor avec de l'AOD s'il est en F1. D'accord? Mais si l'angioplastie s'est bien déroulée, on a un flux timide 3 et la charge thrombotique est faible, on aurait peut-être besoin juste de nos doses habituelles du clopidogrel pour être vraiment efficace et sûr, on sera sûr qu'on ne va pas majorer le risque hémorragique. Donc, on aura souvent ce feeling du médecin traitant. Donc, ce sens clinique qui va nous permettre de choisir entre ticagrelor et clopidogrel. Moi, je pense que c'est un avis personnel. Donc, il faut suivre toujours la stratégie de défaut et il y a des cas particuliers. En particulier, mais il faut toujours suivre la stratégie de défaut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on remercie le professeur Bounnouna pour cette excellente présentation. Merci Salim. Merci Oussad Salim. Merci Madame Abdel. Merci. Tout le monde a bien profité et on vous souhaite une bonne soirée et on passe. Merci. Salut. Merci professeur Bounnouna. Bonne soirée. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir professeur. Donc, je me présente tout d'abord, je suis Dr Karmouchi Hamza, résident au service de cardiologie de Casablanca. Donc, je tiens tout d'abord à remercier l'association de cardiologie Ibn Rushd ainsi que les laboratoires Pfizer pour leur soutien à notre formation médicale continue. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qui est particulièrement intéressant, portant sur les AVC cardio-emboliques. Alors, pour cela, nous allons adopter le plan suivant. Tout d'abord, nous allons voir les caractéristiques cliniques et paracliniques des AVC cardio-emboliques.
Ensuite, nous allons détailler les sources cardio-emboliques majeures, puis les sources mineures. Et enfin, nous allons parler d'une entité particulière, à savoir les ESUS ou les AVC emboliques d'origine indéterminée. Alors, tout d'abord, l'AVC en sens large représente un véritable problème de santé publique dans le monde, mais également au Maroc. C'est une pathologie qui est extrêmement fréquente et grave puisqu'elle constitue la première cause d'handicap chez l'adulte, dont plus de 50% garderont des séquelles. Elle constitue également la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer et la troisième cause de mortalité, notamment durant les premiers mois. La dépression est extrêmement fréquente chez ces patients, évidemment dans leur entourage. Il faut savoir également que 80% de ces AVC sont de nature ischémique et leurs étiologies sont multiples. Alors, à propos de la classification des AVC ischémiques, ils sont répartis en 5 sous-types en fonction de leur cause, selon la classification TOST. Environ 25% de ces infarctus sont secondaires à l'athérosclérose de grosses artères, 25% sont secondaires aux AVC dits lacunaires ou la maladie des petits vaisseaux, 20% sont secondaires à une cause cardio-embolique majeure et 5% sont secondaires à une cause plus rare, comme la dissection carotidienne ou l'artérite. Cependant, 25% sont considérés comme cryptogéniques, c'est-à-dire d'origine indéterminée. On peut distinguer ici 3 situations. La première est celle où l'enquête étiologique met en évidence plusieurs causes potentielles d'AVC à la fois. Il est alors souvent très difficile de dire laquelle a été responsable de l'AVC. La deuxième situation est celle où l'enquête étiologique est entièrement négative. Et la troisième situation est celle où les investigations sont incomplètes. Et plus récemment, depuis 2014, on parle de plus en plus d'AVC embolique d'origine indéterminée ou ESUS pour remplacer le terme d'AVC cryptogénique dont on parlera plus en détail par la suite. Alors, on va donc s'intéresser aux AVC cardio-emboliques qui constituent environ 15 à 30% des AVC selon les séries. Ils sont caractérisés par une mortalité très élevée. Ce sont des AVC qui sont plus sévères, responsables d'un handicap plus important et plus récidivant que les autres causes, notamment durant les premières semaines. Ce diagnostic d'infarctus cardio-embolique est un diagnostic difficile puisque souvent plusieurs causes d'origine cardiaque et extracardiaque peuvent coexister chez le même malade. C'est notamment le cas des patients avec des facteurs de risque cardiovasculaires qui peuvent développer de l'AFA, mais également avoir de l'athérosclérose. Il faut savoir également que l'AFA constitue la principale cause d'AVC cardio-embolique, multipliant le risque d'AVC par 5. En ce qui concerne les étiologies des AVC cardio-emboliques, on peut distinguer les sources majeures qui sont à haut potentiel embolique et les sources mineures qui sont à faible potentiel embolique ou dont le mécanisme est toujours incertain. Ainsi, parmi les sources majeures, nous allons retrouver les thrombus intracardiaques auriculaires secondaires à une FA ou un fleuter ou ventriculaires secondaires à une cardiomyopathie ischémique ou non ischémique. Les valvulopathies avec notamment le rétrécissement mitral et les prothèses mécaniques, l'endocardite infectieuse ou non infectieuse, l'athérome de la crosse aortique, les tumeurs intracardiaques avec essentiellement les myxomes et les fibroélastomes papillaires et les causes iatrogènes post-interventionnelles, notamment après une chirurgie ou un cathétérisme cardiaque, par exemple. Et parmi les sources mineures, on retrouve essentiellement les anomalies de la cloison interatriale, à savoir l'anévrisme du septum interatrial et le foramen ovale perméable, certaines anomalies valvulaires telles que le prolapsus de la valve mitrale, les calcifications de l'anneau mitral ou le rétrécissement aortique calcifié et l'excroissance de l'umbel. Enfin, on retrouve également dans les sources mineures les précurseurs du thrombus, à savoir l'existence d'un contraste spontané intra-OG et l'anévrisme du ventricule gauche, mais sans thrombus. Alors maintenant, quand faut-il suspecter une cause cardio-embolique? Alors, à propos des caractéristiques cliniques, les AVC présumés cardio-emboliques ont un peu plus souvent un début qui est brutal, avec un déficit neurologique maximal d'emblée que les AVC non cardio-emboliques. Les troubles de conscience ou les crises convulsives peuvent être observés à la présentation, et ceci peut être expliqué par leur localisation le plus souvent corticale. La survenue d'un AVC dans un contexte de symptômes cardiaques, des palpitations, de douleurs thoraciques, etc., peut aussi orienter vers un mécanisme cardio-embolique, bien que la fréquence et la pertinence de ces signes n'a pas été réellement évaluée. L'existence également d'une évidence clinique d'atteinte de plus d'un territoire vasculaire, des antécédents d'embolie systémique, par exemple un infarctus splénique ou une ischémie des membres inférieurs, ou encore mieux, leur survenue concomitante à l'AVC suggère fortement une cause cardio-embolique. La survenue d'un AVC lors d'un effort physique ou lors d'une manœuvre de Valsalva est évocatrice d'une embolie paradoxale, bien que cette situation est assez rare.
Et également, la récupération spectaculaire et très rapide en quelques heures d'un déficit neurologique sévère est également assez évocatrice d'un mécanisme embolique et bien sûr l'existence d'une cardiopathie connue. Toutefois, aucun de ces signes n'est spécifique et constitue uniquement des signes d'orientation. Alors, à propos de l'imagerie, l'origine cardio-embolique doit être évoquée devant le caractère multiple des lésions ischémiques qui touchent plus d'un territoire vasculaire à la fois dans le temps et dans l'espace. Les lésions ischémiques impliquent à la fois les régions corticales et sous-corticales. Ce sont des AVC qui sont caractérisés également par leur transformation hémorragique plus fréquente, l'existence également du signe de l'artère cérébrale moyenne hyperdense et d'une recanalisation précoce de l'artère touchée démontrée par l'imagerie augmente la suspicion diagnostique d'une origine cardio-embolique. Mais toutefois, encore rien n'est 100% spécifique, mais ça nous permet d'aller plus loin dans les investigations. Voici donc un schéma qui illustre ce qu'on vient de dire. Alors, les dessins A et B mettent en évidence des infarctus cérébraux dont l'origine cardio-embolique est probable. Sur le dessin 1, nous voyons des infarctus cortico-territoriaux dans le territoire de grosse artère cérébrale. Sur le dessin B, on voit plutôt un infarctus striatocapsulaire dans le territoire profond de l'artère cérébrale moyenne. Par contre, les images C et D illustrent des infarctus dont l'origine cardio-embolique est peu probable. Le dessin C montre une image classique de lacune, c'est-à-dire d'AVC lacunaire, et l'image D montre une localisation sous-corticale ou corticale, mais cette fois de distribution qui est non territoriale. Alors ici, je vous montre l'IRM cérébral d'un patient qui est atteint de FA et qui met en évidence des AVC dans différents territoires survenant à des moments différents, typiques d'une étiologie embolique. Alors le patient a eu d'abord un AVC embolique sur le territoire de l'artère cérébrale moyenne droite, représenté ici par la flèche épaisse, et 3 semaines plus tard, le patient a eu un nouvel AVC dans le territoire de l'artère cérébrale moyenne gauche, représenté ici par la flèche fine. On retrouve également comme facteur prédictif le dosage des BNP et des pro-BNP qui ressort quand même dans plusieurs études. Alors, plusieurs auteurs ont montré que leur taux était significativement plus élevé au cours des AVC cardio-emboliques, mais le mécanisme par lequel leur taux augmente chez ces patients n'est pas entièrement élucidé. Et donc, des futures études sont donc nécessaires pour aider à trouver le biomarqueur optimal, le meilleur moment et les seuils optimaux pour l'identification de ces AVC cardio-emboliques. Alors, avec l'essor de la thrombectomie et l'accès de plus en plus au thrombus, l'étude histologique du thrombus pourrait à l'avenir nous orienter sur le diagnostic étiologique. Alors, je vous montre ici les résultats d'une étude suisse qui a été publiée en 2017, qui a étudié le profil histologique des différents thrombus. Alors, la composition des thrombus des patients victimes d'AVC cardio-emboliques et non cardio-emboliques différait significativement. Alors, les thrombus cardio-emboliques avaient des proportions plus élevées en fibrine et en plaquettes, moins d'érythrocytes et plus de leucocytes que les thrombus non cardio-emboliques, alors que les AVC cryptogéniques ont montré un fort chevauchement avec les AVC cardio-emboliques. Ces résultats appuient l'idée que la majorité de ces AVC cryptogéniques sont cardio-emboliques. Alors, en ce qui concerne le bilan cardiologique, bien sûr, après un interrogatoire et un examen clinique cardiovasculaire précis, un ECG standard, 12 dérivations et de réalisation systématique à la recherche d'une EFA ou de signes électriques en faveur d'une cardiopathie sous-jacente. Une télémétrie en unité de soins intensifs neurovasculaires ou plutôt un Holter de 24 heures est recommandé également, qui permet de détecter 1 à 10% des EFA non détectés par l'ECG standard. Les patients avec des signes en faveur d'une origine embolique doivent bénéficier également d'une échocardiographie transthoracique complétée par une UTO si le doute persiste. Et si le TO ne montre pas une source cardio-embolique et le doute persiste encore, un enregistrement ECG de longue durée est recommandé qui permet de détecter une EFA paroxystique qui reste un vrai challenge à mettre en évidence devant le faible rendement de l'ECG standard et de l'Holter de 24 heures, mais reste à savoir chez qui on peut demander ces monitoring prolongés en termes de coûts et bien sûr en termes de disponibilité de dispositifs, d'où l'intérêt d'une bonne sélection des patients à risque. Nous allons maintenant rapidement revoir la part relative des différentes techniques d'exploration cardiovasculaire dans la recherche d'une source cardio-embolique. Chaque méthode et chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Je vous présente ici un tableau de synthèse qui montre qu'en fonction de la cause potentielle d'embolie, la performance de la technique est peut-être comparée. Par exemple, l'échocardiographie transthoracique est l'examen qui permet de détecter le thrombus du VG, mais l'IRM fait mieux.
En revanche, pour le thrombus intra-auriculaire gauche ou le foramen oral perméable, par exemple, l'ETO est la méthode de référence. Mais il faut savoir que dans la plupart des cas, l'approche diagnostique est souvent multimodale. Alors maintenant, nous allons voir les sources cardio-emboliques majeures. Et on va commencer tout d'abord par les thrombus atriales et la fibrillation auriculaire. Comme vous le savez tous, l'AFA est un trouble de rythme qui est très fréquent. Sa prévalence augmente avec l'âge, allant jusqu'à 10% chez les sujets âgés. L'AFA est caractérisée également par son haut risque embolique allant de 1% chez les patients à bas risque jusqu'à 15% événements par an chez les patients à haut risque. Un point très important également à souligner, c'est qu'on sait maintenant que la FA permanente et la FA paroxystique comportent le même risque embolique, d'où l'importance de chercher et traquer cet FA occulte. Et enfin, le lien de causalité entre l'AFA et l'AVC est important, mais il est complexe. Classiquement, l'accident embolique est rattaché à la migration du thrombus depuis l'auricule gauche, mais ce lien de causalité n'est pas si simple à établir, car chez ce même profil de patient, d'autres sources cardio-emboliques potentielles peuvent coexister en plus de l'AFA, liées à l'existence, par exemple, d'un athéome aortique ou d'une pathologie cérébrovasculaire. Alors, la stratification du risque d'AVC, comme on connaît tous, en cas de FA, commence tout d'abord par une stratification clinique par le score Shatz-Vasc et qui constitue actuellement l'outil de première intention dans l'évaluation des patients en FA. Et plus le score Shatz-Vasc est élevé, plus le taux de récidive par an augmente. Cependant, et du fait de certaines limites de la stratification clinique, certains paramètres échocardiographiques peuvent participer à l'évaluation du risque thromboembolique pour affiner cette première approche, surtout dans certaines situations où la décision est peut-être difficile pour indiquer une anticoagulation à vie. D'après les recommandations de 2010 de l'European Journal of Echocardiography, les facteurs de risque prédictifs du risque embolique en cas d'EFA sont la présence d'une dysfonction ventriculaire gauche avec une FEVG inférieure à 35%, la présence d'un thrombus ou un contraste spontané auriculaire gauche, l'existence d'un athérome aortique complexe et un dysfonctionnement auriculaire gauche mis en évidence par une diminution des vitesses de vidange inférieures à 20 cm par seconde. Alors, sur cette boucle ETO centrée sur l'auricule gauche, on visualise très bien une masse plutôt échogène, mobile au sein de la cavité auriculaire gauche, qui est très évocatrice d'un thrombus associé à un contraste spontané intense. Alors, contrairement au thrombus auriculaire gauche, la visualisation d'un contraste spontané est considérée comme une source cardio-embolique mineure et participe également à la stratification du risque thromboembolique. Alors, le contraste spontané est évalué de façon semi-quantitative selon la classification de Fatkin en 4 grades, le grade 4 étant sévère, et on peut également rajouter au grade sévère l'existence d'un sludge qui comporte un très haut risque d'AVC également. Et sur cette boucle ETO, on aperçoit très bien au sein de l'auricule gauche une fumée hyperéchogène de stase sanguine qu'on qualifie de sludge. Alors, en plus de l'étude morphologique, comme on vient de voir, on pourra aussi analyser la fonction auriculaire gauche en mesurant le flux de vidange de l'auricule gauche en ETO. Et vous voyez très bien qu'une vitesse de vidange inférieure à 20 cm par seconde est une vidange qui est associée à un haut risque d'événement embolique. D'autres paramètres sont également étudiés actuellement pour analyser la fonction atriale gauche, notamment le strain de l'oreillette gauche. Alors, sur cette étude publiée en 2011, le volume atrial et le strain atrial étaient corrélés de façon significative au score Shatz-2 et par conséquent, un strain atrial altéré semble être associé à un risque thromboembolique plus élevé. Alors, une deuxième cause cardio-embolique majeure, c'est les thrombus du FG qui peuvent être secondaires à une cardiopathie ischémique ou secondaires à une cardiomyopathie dilatée. Le thrombus de VG est mieux visualisé en ETT et qui se développe généralement en regard d'une zone akinétique ou dyskinétique, là où il y a de la stase sanguine. Le thrombus doit être visible à la fois en systole et en diastole. Et sur cette coupe apicale 4 cavités en ETT, on visualise très bien une large zone dyskinétique apicale avec un volumineux thrombus en regard. Alors, pour aider au diagnostic du thrombus du VG en écho, l'utilisation de produits de contraste type Sonovio est recommandée quand l'échocardiographie classique ne permet pas de conclure sur la présence ou non d'un thrombus. Et pour illustration, ces deux vidéos d'un même patient avec la même coupe apicale de cavité, on voit sur l'écho bidimensionnel qu'on a du mal à distinguer le thrombus. Et après injection de produits de contraste, on voit très bien que le produit moule vraiment le thrombus et permet de bien l'individualiser.
Alors, un petit mot sur le thrombus de VG et l'infarctus de myocarde. Il faut savoir que le thrombus de VG est devenu relativement rare depuis les stratégies de revascularisation précoce, avec une prévalence de 4 à 20% dans les IDM aigus. On les voit essentiellement dans les infarctus apicaux et antérieurs, et puis surtout en cas d'anévrisme ventriculaire, puisqu'il constitue une vraie zone dyskinétique thrombogène. Alors, voici une revue de la littérature qui est assez intéressante, qui a revu toutes les études portant sur le thrombus du VG devant un infarctus antérieur. Et on voit que depuis l'arrivée de la revascularisation précoce, l'incidence est passée de 33 à 10% environ. Et puis, bien sûr, si la prévalence du thrombus de VG a diminué, les événements thromboemboliques au décours d'un IDEM ont également diminué, passant de 22% à 5% après l'arrivée de la revascularisation précoce. Alors, parmi les autres causes sources cardio-emboliques majeures, on retrouve également les tumeurs cardiaques avec principalement le myxome, qui constitue la tumeur bénigne primitive cardiaque la plus fréquente, qui se localise le plus souvent dans 90% dans l'OG. Son traitement est essentiellement chirurgical, nécessitant une résection large afin de diminuer le risque de récidive. Et sur cette boucle ETT, on coupe apicale 4 cavités, on voit cette masse qui est plutôt multilobée, mobile, développée au niveau du septum intero-auriculaire dans l'OG, évocatrice d'un myxome. Je vous présente également ici le cas d'une patiente qui vient d'être transférée chez nous aujourd'hui au service qui a été transférée du service de neurologie. Il s'agit d'une jeune femme âgée de 38 ans qui a présenté une hémiplégie droite associée à une dysarthrie d'installation brutale depuis 12 heures. La TDM cérébrale objectivait un AVC ischémique sylvien gauche et à l'ETT a montré une masse au niveau de l'oreillette gauche plutôt évocatrice d'un myxome. Et chez cette patiente, seul un APAT pourra confirmer la nature de cette masse. Alors, la deuxième tumeur cardiaque est représentée par le fibroélastome. C'est une tumeur qui est rare, mais qui constitue la tumeur valvulaire la plus fréquente. Elle est le plus souvent unique et généralement de petite taille, de localisation généralement valvulaire le plus souvent. Elle se localise le plus souvent sur la valve aortique que sur les autres valves. Le diagnostic est parfois difficile en échocardiographie et les premiers diagnostics différentiels sont les végétations ou les calcifications. Ici, une boucle ETO centrée sur la valve aortique avec un aspect beaucoup plus typique de fibroélastome avec une masse arrondie homogène développée sur le versant ventriculaire de la valve aortique. En ce qui concerne la pathologie valvulaire, cette fois, donc le rétrécissement mitral est considéré comme source majeure d'embolie puisqu'il constitue la cardiopathie la plus embogène. Le risque d'AVC est multiplié fois 3 à 7 lorsqu'il est associé à une FA. Et l'anticoagulation par les AVK alors est indispensable en cas de FA, mais aussi en rythme sinusal s'il existe un contraste spontané ou un thrombus intra-OG, ou s'il y a une dilatation importante de l'oreillette gauche, généralement supérieure à 50 mm, ou s'il existe un antécédent d'accident embolique. Les prothèses mécaniques sont également considérées comme source cardio-embolique majeure qui représentent environ 10% des AVC d'origine cardiaque. Deux complications à suspecter en cas d'événement embolique chez un porteur de valve, soit une endocardite infectieuse ou une thrombose. L'ETT permet de suspecter le diagnostic, mais c'est l'ETO qui va poser le diagnostic. Donc, l'ETO est indispensable dans ces situations qui permet de poser à la fois le diagnostic, de guider la stratégie thérapeutique, mais aussi d'assurer le suivi après le traitement. Il s'agit ici d'une boucle en ETO centrée sur la valve mitrale. Et on reconnaît très bien la prothèse mécanique avec un élément mobile se rajouter sur l'armature de la prothèse, associé à l'existence d'un contraste spontané dans l'auricule gauche qui renforce notre diagnostic. Et en ce qui concerne les endocardites infectieuses cette fois, donc les événements emboliques constituent l'une des complications les plus sévères. Ils sont associés à une augmentation de la morbimortalité et leur prévalence est estimée à 10 à 50% selon les papiers. Les facteurs de risque d'embolie reconnus sont la taille de la végétation, notamment supérieure à 10 mm, le caractère mobile de la végétation, sa localisation plutôt mitrale, la période des 2 premières semaines suivant le diagnostic et le début de traitement antibiotique, enfin, l'absence de diminution ou bien l'augmentation de la taille de la végétation sous traitement antibiotique adapté. Et sur cette boucle en ETT, avec un zoom sur la valve mitrale, on observe très bien un élément surajouté sur la valve mitrale qui prolabe dans l'oreillette gauche avec une cinétique indépendante de la valve très évocatrice d'une végétation.
Alors maintenant, nous allons aborder l'athérome de la crosse aortique. Il faut savoir que sa prévalence est variable selon les études, puisqu'elle varie en fonction de la population étudiée. Bien sûr, elle augmente avec l'âge et les facteurs de risque cardiovasculaire. Ce qu'on considère comme une source cardiaque d'embolie majeure, c'est l'athérome aortique complexe, qui est défini par une épaisseur de plaque supérieure ou égale à 4 mm et ou une plaque comportant un élément mobile ou avec une ulcération. Et sur cette boucle ETO, on voit très bien une plaque d'athérome d'allure complexe qui est à haut risque embolique, qui semble plutôt irrégulière et ulcérée avec un élément très mobile de grande taille surajouté. Alors, après avoir vu les sources cardio-emboliques majeures, nous allons traiter maintenant les sources cardio-emboliques mineures. Et nous allons commencer tout d'abord par traiter les anomalies de septum interatrial. Alors, premièrement, on va voir le foramen ovale perméable. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'un FOP? Donc, il s'agit de la persistance après la naissance d'un tunnel entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche, représenté sur ce schéma par cette flèche, avec un shunt qui se fait dans le sens droit-gauche par défaut de fusion entre le septum primum et le septum secundum. La prévalence du FOP dans la population générale est importante, elle est de l'ordre de 25% des cas, et sa prévalence dans la population jeune avec un infarctus cryptogénique est beaucoup plus élevée, entre 30 à 50% des cas. Et le mécanisme supposé d'AVC en cas de FOP, c'est l'embolie paradoxale, soit à partir d'un thrombus veineux périphérique, soit à partir d'un thrombus qui peut se développer au sein même du FOP. Quant à l'anévrisme du septum interatrial, alors contrairement à ce mot anévrisme, il ne s'agit qu'en réalité qu'un ballonnement anormal de la partie fine du septum interatrial qui est défini par une excursion vers les deux oreillettes d'au moins 10 mm avec une base de l'anévrisme supérieure ou égale à 15 mm qu'on visualise très bien sur cette coupe apicale 4 cavités. Alors, l'ASIA est par contre une pathologie qui est beaucoup moins fréquente que le FOP. Sa prévalence est de 1 à 2% dans la population générale, mais sa prévalence augmente significativement chez les jeunes qui font un infarctus cryptogénique. Et il faut savoir également que quand on a un ASIA, le FOP est présent dans presque les 3/4 des cas. Alors, sur cette étude, FOP-ASIA, qui date quand même de 2001, qui avait pour but d'évaluer le risque de récidive d'AVC chez les patients jeunes ayant présenté un AVC cryptogénique en fonction de l'anatomie du septum interatrial, et qui montre très bien que l'existence d'un FOP avec un ASIA augmente considérablement le risque d'AVC jusqu'à 15%, ce qui rend cette association plus ou moins dangereuse. Alors, pour faire le diagnostic d'un FOP en échocardiographie, on est obligé de réaliser le test aux bulles. On utilise une fabrication artisanale de bulles en agitant du sérum salé mélangé avec une faible quantité d'air à l'aide de 2 seringues communiquant par un robinet. Donc, la méthode d'injection est l'élément essentiel. Une première injection est effectuée en respiration normale, permettant d'objectiver un éventuel passage spontané de microbules. Et les injections suivantes se font lors des manœuvres de Valsalva. Un FOP est donc défini par le passage durant les 3 premiers cycles cardiaques de plus de 3 microbules dans l'oreillette gauche. Et sur cette boucle apicale 4 cavités, on remarque très bien que chez ce patient possède un large FOP avec un passage important de microbules vers les cavités gauches. Alors, comment maintenant quantifier l'importance du shunt? Il s'agit là de compter de façon semi-quantitative le nombre de bulles qui passent dans l'oreillette gauche en ETT ou en ETO. Un shunt est qualifié comme important s'il y a un passage de plus de 30 bulles. Et enfin, dans certaines situations où l'ETT est non contributif parce que le malade n'est pas échogène et l'ETO est non réalisable parce qu'il y a une contre-indication ou tout simplement parce que le malade refuse, ça peut arriver. Il faut penser également à la réalisation d'un Doppler transcrânien avec un test aux bulles. Et on verra ici, dans la circulation cérébrale, l'arrivée de ces bulles. Mais par contre, ça ne nous permettra pas de quantifier le shunt. Alors, la question qui se pose maintenant, est-ce que le fait de fermer ce FOP va réduire le taux de récidive d'AVC? Alors, avant 2017, les études qui avaient été menées en 2012 et en 2013, qui ont comparé la fermeture du FOP versus traitement médical comportant un traitement antiplaquettaire ou un traitement par les AVK, notamment la warfarine. Et là, vous voyez que les résultats de ces études étaient négatifs. À l'époque, la fermeture du FOP n'était pas supérieure à un traitement médical seul en termes de récidive d'AVC. Et donc, en 2017, c'est qu'en 2017 que les choses changent par la publication de 3 études, l'étude RESPECT, l'étude CLOSE et l'étude COREDUS, qui vont montrer une réduction significative du risque d'AVC après la fermeture du FOP. Alors là, on peut se poser la question, pourquoi les résultats étaient différents des résultats de 2012? Alors, il existe plusieurs explications simples. Premièrement,
Ces études ont eu un suivi qui est plus ou moins important en moyenne de 5 ans. Ensuite, les FOP étaient mieux sélectionnés. Il fallait que ça soit Asia plus FOP, soit un large FOP avec un large shunt. Je vous montre ici les résultats de l'étude close qui a randomisé 663 patients avec soit un FOP associé à un ASIA, soit un FOP avec un shunt important et un score ROP supérieur à 7, c'est-à-dire qu'on est devant un terrain qui n'est pas du tout vasculaire. Et là, on voit très bien qu'après environ 5 ans de suivi, on a 0 récidive par rapport au groupe qui a reçu un traitement antiplaquettaire seul. Alors, je viens de parler du ROP score. En fait, il s'agit d'un score qui va nous dire si notre patient il a un terrain vasculaire ou non et qui donne une estimation sur l'imputabilité du FOP dans cet infarctus cryptogénique. En gros, si on a un score au-delà de 7, c'est-à-dire que notre patient est jeune et qui est sans facteur de risque cardiovasculaire, et donc là, le foramen ovale perméable est plus attribuable et plus imputable à l'AVC dans cette situation. Par contre, si le score ROP est bas, le FOP est moins imputable à l'AVC. Ainsi, au terme de ces études, les indications actuelles pour fermer un foramen ovale perméable, c'est premièrement, il faut qu'il y ait un infarctus cryptogénique récent inférieur à 6 mois, un âge inférieur à 60 ans et des critères morphologiques du FOP à haut risque, c'est-à-dire soit un FOP associé à un ASIA très mobile ou un FOP large avec un shunt important. Mais il faut savoir qu'il existe toujours d'autres situations où ça manque toujours de preuves scientifiques concernant le bénéfice de la fermeture de FOP. D'où l'intérêt du rôle de la team neurocardio pour prendre ce genre de décision thérapeutique. Alors maintenant, on va voir rapidement les autres sources cardio-emboliques mineures, cette fois d'origine valvulaire. Alors on trouve le prolapsus de la valve mitrale qui comporte un risque embolique quand même qui est faible, estimé à 1 sur 6 000 patients par an, dont le mécanisme embolique est toujours mal défini et l'imputabilité à un AVC est incertaine. On peut imaginer que ça peut être lié à la formation d'un thrombus sur les excès de tissu valvulaire ou à des mécanismes d'endocardite avec des végétations qui sont passées inaperçues à l'origine de cet AVC. Les calcifications de l'anneau mitral constituent un processus dégénératif qui est fréquent et ces calcifications sont associées à une augmentation du risque d'AVC, mais sont-elles réellement la cause de cet AVC ou simplement un marqueur d'athérosclérose chez ces malades? Cela reste à déterminer. Un mot sur le rétrécissement aortique calcifié, qu'il soit dégénératif, rhumatismal ou secondaire à une bicuspidie. Alors, les complications emboliques spontanées sont relativement rares. Néanmoins, on peut signaler des complications plus ou moins fréquentes lors des interventions par chirurgie ou par TAVI, surtout en cas d'existence d'éléments mobiles. On peut expliquer ça par l'embolisation des calcifications, par exemple. Et enfin, on va voir les strands et l'extraction de Lambert, qui sont deux entités différentes histologiquement, mais d'aspect identique en échocardiographie, et qui se présentent généralement sous la forme d'éléments filamenteux plutôt fins, avec une longueur variable, et qui sont très mobiles, et qui se placent le plus souvent sur les versants atriales des valves mitrales et sur le versant ventriculaire des valves aortiques, et siègent souvent au niveau des lignes de coaptation. Il faut savoir également que leur imputabilité à un AVC est toujours incertaine. Alors maintenant, on va parler du concept d'ESUS ou Embolic Stroke of Undeterminate Source, un concept qui est apparu avec Robert Hart en 2014. Alors on sait qu'à peu près 25% des AVC sont dits cryptogéniques et qui n'ont pas de cause claire et qu'on n'arrive pas à les classer. Et on s'est rendu compte que dans ce pool de patients, il semble qu'il y a quand même un bon nombre des patients qui font des AVC qu'on peut dire présumés ou suspects d'être emboliques, mais la source de cette embolie, on ne la connaît pas. Ce concept d'ESUS est donc venu pour mieux codifier les critères diagnostiques et donc mieux codifier la prise en charge thérapeutique. Alors, pour parler d'ESUS, il faut que ça soit un infarctus cérébral non lacunaire à l'imagerie cérébrale, sinon on va parler de maladie de petits vaisseaux, d'AVC lacunaire. Il faut qu'il n'y ait pas de sténose athérosclérotique supérieure à 50 ans, qu'elle soit extra ou intracrânienne. Il faut qu'il n'y ait pas de source cardio-embolique majeure et qu'il n'y ait pas d'autres causes spécifiques identifiées telles qu'une artérite, dissection, vasospasme, etc. Alors, pour le bilan nécessaire recommandé pour définir cette entité, il faut réaliser une imagerie cérébrale pour voir le parenchyme par un scanner, encore mieux par une IRM cérébrale. Il faut également compléter par une imagerie vasculaire des vaisseaux extra- et intracrâniennes. Toujours penser à ne pas faire qu'un Doppler des trans supra-aortiques. Pensez à aller voir ce qui se passe au-dessus du cou, puisqu'il peut y avoir des sténoses intracrâniennes qui peuvent être manquées. Également une échocardiographie transthoracique au minimum et un ECG 12 dérivation suivi d'un monitoring cardiaque d'au moins 24 heures
Et c'est là qu'on va discuter jusqu'à où il faut aller sur le temps d'enregistrement. Et si je vous montre la liste des causes potentielles des us, il y a pas mal de causes qu'on a déjà vues, notamment les causes cardio-emboliques mineures avec principalement le FOP, mais également on trouve une cause qui nous concerne plus, nous, en tant que cardiologues, c'est la FA dite silencieuse ou paroxystique. Et à partir de l'idée qu'il y a quand même beaucoup de patients au sein des us qui ont probablement une FA occulte, pourquoi ne pas opter par une stratégie d'anticoagulation tout venant et économiser le temps et l'argent pour traquer et rechercher cet FA. Alors, plusieurs études se sont penchées sur cette idée, notamment l'étude Navigate-ESUS, qui a comparé le rivaroxaban versus aspirine dans les ESUS. L'étude, malheureusement, a été arrêtée prématurément devant le surrisque d'accident hémorragique sur rivaroxaban et il n'y avait aucun bénéfice sur le risque de jugement principal, qui est le risque d'AVC. Alors, après, on peut se poser la question sur la sélection des patients dans cette étude. Il n'y avait pas de sélection des patients qui ont plus un pattern cardio-embolique plus que les autres, ainsi que la dose de 15 mg de rivaroxaban utilisée dans cette étude n'était peut-être pas la plus optimale. L'étude respecte ESUS, quant à elle, elle a comparé le dabigatran versus l'aspirine. Alors, cette étude est allée au terme, mais qui est revenue négative puisqu'il n'y avait pas de différence significative concernant le critère de jugement principal qui était le risque d'AVC avec un surrisque hémorragique avec le dabigatran. Alors, les leçons des échecs de ces études, Navigate-ESUS et Respect-ESUS, qu'on vient de voir, ont conduit à tester les AOD contre l'aspirine dans des populations qui ont été mieux sélectionnées pour le risque cardio-embolique, c'est-à-dire qu'on va essayer de restreindre l'étude à une population qui sont plus à risque d'avoir la FA. Dans l'étude Atticus, les patients devaient avoir en plus des critères ESUS au moins un des facteurs suivants, une oreillette gauche qui était dilatée, un contraste spontané dans l'auricule gauche, un flux de vidange de l'auricule gauche qui est abaissé, un score Schatz-Vasque supérieur à 4 ou un FOP. Et dans l'autre étude, Arcadia, qui est également en cours, qui utilise en plus des marqueurs électrocardiographiques et échocardiographiques, des marqueurs biologiques avec le dosage des NT-proBNP pour la sélection des patients. Ces études, comme j'ai déjà dit, sont toujours en cours et probablement le résultat pourra changer les choses à l'avenir. Alors, un petit mot sur l'AFA paroxystique avant de conclure. Je vous montre ici les résultats de deux études qui avaient pour but d'évaluer la rentabilité d'un monitoring prolongé en matière de FA occulte. L'étude Embrace AF avec les haltères de longue durée et l'étude Crystal AF avec les moniteurs implantables et qui montre très bien qu'un moniteur prolongé a un meilleur rendement pour la détection de la FA paroxystique chez les malades ayant été victimes d'un AVC cryptogénique. Mais reste à savoir chez qui on pourra demander ces examens en termes de coût et de disponibilité également, d'où l'intérêt d'une bonne sélection des patients. Alors, d'après les recommandations européennes sur l'AFA de 2020, l'indication d'un monitoring prolongé est de grade 2 avec un niveau de preuve P après un AVC cryptogénique chez les patients à risque de développer une FA. Alors, en ce qui concerne les sélections des patients à risque, je vous montre ici une étude qui est récente, qui a proposé un score nommé AFESUS pour aider à identifier les patients à risque de survenue de FA et donc de mieux cibler les indications d'un monitoring prolongé. Alors, on peut être surpris sur certains facteurs tels que l'HVG et la FEVG inférieure à 35%, que ces facteurs diminuent la valeur de ce score, mais cela est expliqué par le fait que ces pathologies sont aussi des causes potentielles des us. Ce score permettrait donc de mieux cibler les indications d'un monitoring, mais encore, il doit être validé. Alors, en guise de conclusion, je tiens à rappeler que l'AVC cardio-embolique est une pathologie qui est fréquente et grave. Son diagnostic est peut-être difficile et doit être discuté devant un faisceau d'arguments selon le terrain du patient, également devant des arguments cliniques et radiologiques. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de place d'anticoagulation en cas d'ESUS en absence de FA documenté. Et enfin, il faut considérer un monitoring prolongé si une FA paroxystique est suspectée. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr. Khalmouchi, pour cette excellente présentation. C'était parfait. Oui. C'est très, très bien. Est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse la parole, Madame Eppel. Non, vas-y, mais bravo. Je voulais le féliciter. Et bon, c'est à l'audience de poser des questions. Je peux commencer par une question.
Tu n'as pas parlé de la fermeture de l'auricule. Alors, effectivement, il y avait des études qui ont évalué la fermeture de l'auricule gauche en matière de récidive d'AVC. Effectivement, les résultats étaient bons, c'est-à-dire que ça a diminué le risque de récidive, mais les indications toujours de la fermeture de l'auricule gauche restent réservées aux patients qui ont une contre-indication aux anticoagulants. Donc, il y a une question de Malik. Donc, quelle stratégie en pratique peut-on proposer pour la recherche de la FA paroxystique en cas d'ESUS? Alors, la question, c'est quelle stratégie pour la détection de la FA paroxystique en cas de ESUS? Alors, tout d'abord, à mon avis, il faut rester méthodique, c'est-à-dire qu'il faut toujours évaluer le patient, c'est-à-dire l'examen clinique toujours, rechercher est-ce qu'il y a un pattern clinique, il y a des signes évocateurs d'une origine cardio-embolique, rechercher également à l'imagerie s'il y a effectivement des signes qui orientent vers l'origine cardio-embolique. Et bien sûr, si par exemple on a des signes qui orientent par exemple une dilatation de l'oreillette gauche, si on a une diminution des vélocités de l'auricule gauche, si on a des signes qui orientent vers une EFA, c'est là qu'on va d'abord passer par un ECG standard et un Holter de 24 heures pour essayer de dépister cette EFA. Et si toujours on n'arrive pas à la détecter et à la documenter, et on suspecte toujours une EFA paroxystique devant ces critères, et c'est là qu'il faut passer à des monitorings prolongés. Tout d'abord, on pourra commencer selon la disponibilité des dispositifs. On peut commencer par des Holters d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire un mois. Et si toujours on n'arrive pas à la documenter et on a toujours cette conviction que le patient pourra avoir une EFA qui est occulte, et c'est là qu'on pourra passer au moniteur implantal. Mais c'est vrai qu'en pratique quotidienne, notre pratique au service, c'est difficile de sélectionner des patients et de réaliser des Holters de longue durée. Exactement. Voilà. Les Holters implantables maintenant sont de plus en plus utilisés. Et je pense qu'ils peuvent avoir, ils ont un impact qui est majeur en matière de détection de FA paroxystique. Et aussi, maintenant, il faut faire un bilan complet chez tous les patients qui présentent un AVC, notamment le TO qui paraît des fois systématique, qui permet d'orienter le diagnostic. Notamment, il y a la question ici de Dr. Gebli qui parle que fait-on en cas de récidive d'un AVC chez un patient qui est déjà sous anticoagulant en cas de FA par exemple? Alors, merci, Dr. Samir, pour cette question. Alors, je pense que également, cette fois, il faut rester systématique et méthodique chez ces malades. Par exemple, si le patient il est sous AVK, il faut rechercher une variabilité, une variabilité thérapeutique, à savoir l'INR s'il est au-dessous de la fourchette thérapeutique. Et si, par exemple, le patient il est bien anticoagulé ou son INR il est correct, ou il est sous AOD, c'est là que je pense qu'il faut rechercher les autres causes potentielles d'AVC parce que, comme je l'ai déjà dit, ce type de malades, ils ont aussi beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire. Ils ont le droit d'avoir de l'athérosclérose, ils ont le droit d'avoir un AVC lacunaire. Il faut d'abord éliminer les autres causes potentielles d'AVC. Et si toujours on ne retrouve pas de cause, je pense que chez ces malades, on pourra proposer une intensification de leur traitement antithrombotique. On pourra rajouter de l'aspirine en plus de l'anticoagulant chez ce type de malade. Je ne sais pas, professeur, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement. Ici, il faut ajouter peut-être que dans ces situations, il faut aller pour fulgurer les foyers de FA par l'électrophysiologie. Peut-être qu'on va diminuer un petit peu ce risque. Oui. Exactement. Des fois, on peut trouver même comme tu as dit, c'est un patient qui sont à haut risque. On peut trouver des sténoses carotidiennes qui n'ont pas été traitées ou n'ont pas été trouvées. Des fois, il y a des interactions médicamenteuses qui peuvent interagir avec le syndrome ou les AOD même. Et il faut chercher des petites choses qui peuvent faire la différence et favoriser la récidive de l'AVC ischémique
Mais les patients qui récidivent sous traitement anticoagulant bien conduit sont très peu, sont rares. Oui. Donc, il y a une autre question. Je voulais intervenir avant de poser la question, Salim. C'est concernant justement les haltères de plus de 24 heures. J'ai eu une discussion avec une société. Ils vont commencer à, à vendre des appareils qui sont jetables et de 2 semaines à 3 semaines de haltères ECG et qui ne coûtent pas vraiment les yeux de la tête, qui coûtent entre 1500 et 2000 dirhams. Je crois que ça sera très bien dans l'avenir. Un haltère qui coûte 1000 dirhams pour 24 heures et un haltère qui coûte maximum 2000 dirhams pour 2-3 semaines. Je crois que ça va un petit peu nous orienter pour chercher ces ACFA paroxystiques. Effectivement. Voilà. Donc, je pose la question de Dr Djemimi, donc, qui propose, donc, qui demande que proposez-vous comme traitement en cas d'athérome de la crosse aortique? Alors, pour le traitement de la crosse aortique, donc le traitement il repose sur les antiagrégants plaquettaires plus des statines, en plus des contrôles des facteurs de risque cardiovasculaires. Mais après, il existe, je pense, comme j'ai déjà cité, quand il y a des athéromes aortiques qui sont à très haut risque avec des éléments très mobiles qui sont à haut risque embolique, je pense que chez ces patients-là, on pourra proposer une anticoagulation chez ces malades, mais à durée limitée. Oui, effectivement. Il y a une question très intéressante et très pratique de Dr Roche qui parle que chez quel, dans un but pratique, bien sûr, chez quel malade doit-on indiquer une ETO en cas d'AVC? Puisque ce n'est pas toujours pratique de réaliser une ETO chez les patients qui font un AVC. Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Je pense que j'en ai déjà parlé au cours de mon topo. Donc, premièrement, chez ces malades, il faut rechercher des signes qui nous orientent vers une origine cardio-embolique. Il faut commencer tout d'abord par un holter et un ECG standard et une ETT. Et si l'ETT n'apporte pas d'informations ou bien de cause potentielle d'AVC et qu'on suspecte toujours une cause potentielle, c'est là qu'on va passer à l'ETO, notamment chez les sujets jeunes. Effectivement, l'ETO, on ne pourra pas la faire systématiquement pour tous les malades, il faut bien les sélectionner. Voilà. Généralement, si c'est une autre cause, autre cardio-embolique, le TT suffit pour poser le diagnostic. Mais si on a toujours cette conviction que l'AVC est présumé embolique, c'est là qu'on va passer à l'ETO. Bonjour tout le monde, c'est le Dr Hadi. Je tiens à inviter le Dr Hamza pour la qualité de sa présentation. Alors, j'ai une question concernant la question de Dr Roche. C'est les bilans initial, le CG, le TT, même le TO qui sont normaux. Est-ce que ça élimine carrément l'origine cardiogénique ou bien il faut compléter par le TO de contraste? Alors, très bonne question, Dr Kamel. Alors, généralement, l'épreuve de contraste, on pourra la réaliser dans deux situations. Donc, premièrement, si on suspecte un thrombus d'UVG, c'est là, et le TT ne pourra pas poser le diagnostic, c'est là, comme je l'ai dit. C'est là Alors, fermez vos micros, s'il vous plaît. Alors, je disais que c'était quoi la question? Pardon, j'ai oublié la question. J'étais perturbé par les. C'était quoi la question, s'il vous plaît? C'est concernant la place de l'OTO de contraste. Pardon, exactement. Donc, j'ai déjà dit que si on suspecte un thrombus d'UVG qu'on n'arrive pas à visualiser et qu'on doute sur ça, donc là, on pourra compléter par un ETO de contraste, une ETT de contraste pour mieux visualiser le thrombus. Et bien sûr, on pourra réaliser le test au bulle dans un contexte pour détecter un FOP. Je pense que c'est ça la place de l'épreuve de contraste dans ces situations. Une question d'Esther. Donc, on pratique comment manager la gestion des anticoagulants en cas d'AVC cardio-embolique en phase aiguë.
compte tenu du risque d'infarcissement hémorragique? Alors, je pense que c'est les neurologues, je pense ils vont nous répondre mieux sur cette question, mais généralement, le raisonnement, il est basé sur en fait, la sévérité de l'AVC. Si c'est un AVC qui est mineur, généralement, l'introduction des anticoagulants, elle se fera durant les premières 24 heures. Et si l'AVC il est très étendu, donc c'est là qu'il y a un grand risque hémorragique, de transformation hémorragique. C'est là qu'on va pouvoir temporiser pendant, pendant 7 à 14 jours après l'introduction des anticoagulants. Toutefois, je pense que les neurologues répondront mieux que moi sur cette question. Essentiellement, le score de Nice, et à ce moment-là, on le calcule et on décide quand est-ce qu'il faut démarrer un traitement. Et le score NIST, il est plutôt lié à la sévérité de l'AVC. Donc, plus le score il est élevé, plus l'AVC il est plus sévère. Généralement, c'est au bout de 3, 6 jours ou 12 jours, mais généralement, en pratique, c'est en 10 à 14 jours. Oui. C'est là où on démarre vraiment le traitement anticoagulant. Mais quand on a un petit AVC, on trouve l'AFA et juste embolique. Et à ce moment-là, il faut 3 jours, c'est suffisant pour démarrer le traitement anticoagulant. Généralement, pour des AVC mineurs, on pourra les introduire d'emblée. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, il y a une question, docteur Amri. Donc, est-ce qu'il y a une indication à fermer un FOP en prévention primaire chez un patient qui n'a jamais fait d'AVC ischémique? Alors, merci, docteur Ami, pour ta question. Donc, je pense que les recommandations ils sont claires. Le FOP il doit être fermé quand on a un AVC cryptogénique qui est récent, inférieur à 6 mois. Quand également c'est un sujet jeune inférieur à 60 ans et quand on a des critères de FOP à haut risque. Mais je pense que il n'est pas recommandé de fermer un FOP chez un patient qui n'a pas fait d'événement, parce que la prévalence de ce FOP chez la population générale est très élevée, la 25% carrément, donc on ne va pas s'amuser à fermer tous les FOP qu'on découvre. Donc je pense que les indications ils sont bien claires sur ce point-là. Oui, exactement. Pour l'instant, tant que le patient n'a pas fait d'événement embolique, il n'y a pas d'indication à fermer un FOP. Donc, il y a une question, docteur Selmaoui. Donc, il te demande quelle est la durée du traitement anticoagulant chez les patients avec un thrombus apical à l'origine de l'AVC. Et deuxième question, quelle est la place de l'anticoagulation définitive chez les patients avec dysfonction sévère du VG? Alors, généralement, en cas de thrombus du VG, la durée de l'anticoagulation elle est de généralement 6 mois, mais doit être guidée par l'imagerie. Donc, ça, c'est pour la première question. Et, pardon? Exactement, c'est 3 à 6 mois. Et... Il doit être guidé par l'imagerie, effectivement. Oui. Pour la deuxième question, il parle de la place de l'anticoagulation définitive chez les patients avec dysfonction sévère du VG. En préventif, je pense. C'est en prévention primaire. Alors, je pense parler de définitive. Personnellement, je pense que je n'ai pas de réponse pour cette question. Ce n'est pas toujours indiqué en cas de FEVG, je pense inférieur à 35%. Ce n'est pas systématiquement on va les anticoaguler à vie. Je pense, il y a une attitude qu'on faisait ou qu'on fait même des fois toujours quand on trouve par exemple une dysfonction sévère du VG avec un anévrisme apical, même si le thrombus n'est pas encore constitué, on peut donner une anticoagulation curative parce que le risque ici de formation de thrombus est très élevé. Mais c'est généralement chez les patients qui ont vraiment un risque thromboembolique élevé. Je crois que l'indication est là parce que quand on parle de dysfonction sévère du VG, il y a la stase et bien sûr, il faut anticoaguler. D'ailleurs, ça fait partie du traitement des patients qui sont en dysfonction sévère du VG. C'est ça la question? Oui, exactement. Oui. Mais la question, professeur, c'est à partir de quel effet on pourra à partir de quel effet? Oui. Quand on parle de dysfonction sévère, ça veut dire un effet inférieur à 20-25%. Ça marche. Une très bonne question, docteur Michel. Donc, elle demande la place du filtre carotidien dans la prévention de l'AVC cardio-embolique. On voit quelques études qui parlent de filtre carotidien pour la prévention chez les patients à haut risque. Et donc, le filtre carotidien peut avoir une place généralement. Oui.
sa mise en place, elle est facile. Généralement, ça capte tous les thrombus qui peuvent migrer au niveau du cerveau et c'est bénéfique à long terme, surtout chez les patients à très haut risque embolique, c'est-à-dire qui ont fait un AVC ou des récidives d'AVC et qu'on n'arrive pas à gérer, notamment chez les patients qui font toujours des AVC anticoagulants. Donc, voilà. Tu veux ajouter quelque chose, Hamza? Non, c'est bon, je pense que votre réponse elle est assez complète. La question, docteur Michel, est-ce que c'est en prévention primaire ou secondaire? Ouais, Hanan, Secondaire, je crois que oui, ça doit se faire, surtout chez le sujet jeune. Mais primaire, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as lu quelque chose, Salim, en primaire. Madame, dans les deux cas, en prévention primaire, parfois, quand on n'arrive pas à anticoaguler les patients, en prévention secondaire, lorsqu'il y a des AVC récidivants ou quand il y a une contre-indication à l'anticoagulation. Quand il y a une contre-indication aux anticoagulants, oui. Tu parles. C'est ça la question? D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une autre question, je pense. Donc, est-ce qu'il y aurait une population à risque chez qui on devrait dépister une EFA et éviter donc un AVC ischémique? Une question simple. Je pense qu'on a parlé des facteurs. Est-ce que Zeynep, elle parle des patients qu'on n'a pas pu détecter l'AFA ou bien des malades qui ont de l'AFA? Je pense que la population à risque, on devrait dépister. Alors, dépister ASA, donc c'est à partir chez les patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, effectivement, devant à partir d'un certain âge, il faut la rechercher systématiquement. Il y a un dépistage systématique, soit par la prise de pouls, soit par un ECG standard. Je pense que c'est ce genre de population qu'on pourra la dépister. Oui, voilà, je parlais d'un dépistage en prévention primaire. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, Salim, je crois qu'il commence à faire un peu tard. Oui. Donc, tu peux conclure. Donc, sauf s'il y a des questions qui sont pertinentes. oui. S'il n'y a pas d'autres questions, donc moi je remercie tout le monde pour votre présence et vos questions. Et je remercie le professeur Benouna et le Dr Khamouchi pour leur excellente présentation. Donc on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et je remercie le laboratoire Pfizer aussi pour leur soutien. Lamia est avec nous si elle veut dire quelque chose avant de fermer cette session. C'est toujours d'être parmi vous. Et maintenant, c'est une habitude toujours d'excellente. Merci beaucoup. Je voulais pas la mienne. alors,